Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de géographie sur l'impact des crises internationales sur l'Union européenne et les tensions internes qui en découlent. Tout d'abord, nous aborderons l'impact des crises internationales. Nous verrons comment les conflits militaires, les crises économiques ou les pandémies influencent les décisions et les politiques de l'Union européenne. Ensuite, nous examinerons les tensions internes au sein de l'UE. Allez, c'est parti. Commençons par les crises internationales. Le premier type de crise concerne les crises armées. La guerre en Ukraine a engendré une crise humanitaire, avec des millions de réfugiés venant dans l'Union européenne pour fuir les combats. En l'espace de quelques mois, des pays comme la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie ont accueilli des centaines de milliers de personnes, mettant à l'épreuve leur capacité d'accueil et leur solidarité envers ceux qui fuyaient la guerre. Face à cette situation, l'Union européenne a réagi en renforçant sa politique de sécurité et de défense commune, la PSDC, et ce conflit a fait également prendre conscience aux pays de l'Union européenne de la nécessité d'une réponse collective face à des menaces extérieures. Des mesures concrètes ont été mises en place pour soutenir l'Ukraine, tant sur le plan militaire que humanitaire, mais aussi pour renforcer la coopération entre les États membres en matière de défense. Cette crise a donc non seulement révélé la vulnérabilité de certains pays européens, mais elle illustre aussi comment les crises internationales peuvent redéfinir les priorités et les stratégies de l'Union européenne. Les conflits au Moyen-Orient, notamment en Syrie et en Irak, ont généré des flux migratoires massifs, entraînant des millions de personnes à fuir la violence et l'instabilité. Les politiques migratoires de l'Union européenne se sont alors révélées souvent contradictoires et inadaptées à l'ampleur de la crise. Les pays d'accueil, comme l'Allemagne et la France, ont dû faire face à des tensions internes liées à l'intégration des réfugiés, tandis que d'autres États membres ont choisi de renforcer leurs frontières et de limiter les accueils, soulignant ainsi le manque d'harmonie au sein de l'Union européenne. Bien que l'UE ait tenté de jouer un rôle diplomatique actif en envoyant des missions d'observation pour stabiliser certaines régions, cette volonté a été entravée par un manque de coordination entre les États membres. Les différents intérêts nationaux de chaque pays ont souvent créé des blocages, rendant difficile l'élaboration d'une stratégie commune. Ce manque d'unité a affaibli la position de l'Union européenne sur la scène internationale. Les crises internationales, ce sont aussi les crises environnementales, avec le changement climatique et les catastrophes naturelles. L'Union européenne a été pionnière dans l'élaboration de politiques environnementales ambitieuses. Lors de l'accord de Paris en 2015, l'UE s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cet objectif illustre la détermination de l'Union européenne à lutter contre le changement climatique et son rôle de leader sur la scène internationale en matière de protection de l'environnement. Cependant, cette ambition se heurte à des défis considérables. Les catastrophes naturelles, telles que les incendies de forêt, les inondations et les vagues de chaleur, sont devenues de plus en plus fréquentes et intensifiées par le changement climatique. Par exemple, les inondations en Allemagne et en Belgique en 2021 ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels considérables, poussant les gouvernements à réévaluer leur politique de prévention des catastrophes. Aussi, la mise en œuvre des politiques environnementales diffère d'un État membre à l'autre. Certaines nations sont plutôt en avance dans leur transition énergétique, tandis que d'autres peinent à réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Le Green Deal européen est une initiative de l'Union européenne qui vise à transformer l'économie européenne en faveur des énergies renouvelables et de l'économie circulaire. Ce projet a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en favorisant une transition vers des sources d'énergie durables et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
Le Green Deal met également un accent particulier sur la protection de la biodiversité, qui impacte les écosystèmes et par conséquent la qualité de vie des Européens. Un autre aspect important est la solidarité et l'assistance entre les États membres lors des catastrophes naturelles, telles que les incendies de forêt et les inondations. Par exemple, lors des incendies en Grèce et en Espagne durant l'été 2021, l'Union européenne a accordé des efforts d'aide pour soutenir les pays touchés. Il y a aussi des crises sanitaires, en particulier la pandémie de Covid-19. Tout d'abord, l'Union européenne a mis en place un soutien financier important pour aider les systèmes de santé des États membres à répondre à l'urgence sanitaire. Cela inclut des fonds pour renforcer les infrastructures de santé, acheter des équipements médicaux ou payer le personnel soignant. Ensuite, l'Union européenne a organisé un achat groupé de vaccins, permettant aux États membres d'accéder rapidement à des doses de vaccins contre le Covid-19. Cette approche collective a permis de négocier des prix plus avantageux et d'assurer une distribution équitable des vaccins à travers l'Union. La coordination des mesures de santé publique a été essentielle durant cette crise. L'Union européenne a mis en place un certificat numérique Covid pour faciliter la circulation des personnes au sein des États membres, tout en garantissant des normes de santé. Cependant, malgré ces efforts conjoints, la crise a mis en lumière de grandes disparités entre les systèmes de santé des États membres. Certains pays ont pu répondre rapidement et efficacement à la crise, tandis que d'autres ont rencontré des difficultés importantes. Cela a soulevé des questions sur la nécessité d'une harmonisation des systèmes de santé en Europe et d'un renforcement de la coopération en matière de santé publique. Nous allons maintenant passer à la seconde partie sur les tensions internes au sein de l'Union européenne. Au niveau politique, une des principales sources de tensions internes est la montée des mouvements populistes et nationalistes dans plusieurs États membres. Ces mouvements remettent en question les valeurs fondamentales qui sous-tendent l'Union européenne, telles que la démocratie, les droits de l'homme et la solidarité entre les nations. De nombreux partis populistes adoptent des discours anti-élitistes et critiquent les institutions de l'Union européenne qu'ils considèrent comme éloignées des préoccupations des citoyens. Par exemple, des partis comme le Rassemblement national en France, le Fidesz en Hongrie ou la Ligue en Italie prônent des politiques qui privilégient l'intérêt national au détriment de la coopération européenne. Ces mouvements nationalistes cherchent souvent à réduire le rôle de l'UE dans les affaires nationales, en promouvant des politiques qui s'opposent aux principes de liberté de circulation, de droit des minorités. Cette tendance crée des frictions entre les États membres. Il y a ceux qui adhèrent aux valeurs européennes et ceux qui préfèrent un retour à des politiques plus protectionnistes et isolationnistes. Ces divergences idéologiques compliquent la prise de décision au sein des institutions européennes. Les coalitions traditionnelles entre les partis pro-européens sont souvent fragilisées par la montée des partis populistes, ce qui entraîne des blocages dans l'adoption de lois et de politiques importantes. Au niveau économique et financier, l'Union européenne a été confrontée à des crises économiques importantes, notamment celles liées à la dette souveraine, qui a touché plusieurs pays de la zone euro, tels que la Grèce, l'Irlande et le Portugal. La Grèce a été particulièrement touchée par une crise de la dette qui a commencé en 2009. Pour éviter un défaut de paiement, le pays a dû demander une aide financière massive à l'Union européenne, également au Fonds monétaire international, au FMI. En échange de cette aide financière, les pays touchés ont dû adopter des mesures d'austérité sévères, avec des coupes dans les dépenses publiques, une réduction des salaires et une augmentation des impôts. Ces mesures ont provoqué évidemment un mécontentement social.
avec des manifestations, une crise de confiance dans les institutions européennes. Désormais, la perception que l'UE imposait des conditions draconiennes a alimenté un ressentiment envers l'Union européenne. Elle était vue comme la cause de la mauvaise situation finalement. Cette crise de la dette a suscité des interrogations sur la viabilité de l'euro en tant que monnaie unique. Certains pays ont commencé à émettre des doutes quant à l'avenir de la monnaie unique, craignant que des pays comme la Grèce ne soient contraints de quitter la zone euro. Au niveau social, les questions migratoires ont suscité des débats intenses au sein des États membres, mettant en évidence des divergences d'approche et de valeurs. L'Union européenne, comme on l'a vu en première partie, a été confrontée à des flux migratoires importants, notamment en raison des conflits, de la pauvreté et du changement climatique. Des vagues de réfugiés en provenance de pays comme la Syrie, l'Afghanistan, l'Ukraine et d'autres régions ont mis à l'épreuve les politiques migratoires de l'Union européenne. Certains États membres, comme l'Allemagne et la France, ont adopté des politiques d'accueil plutôt généreuses, tandis que d'autres, notamment en Europe de l'Est, ont refusé de participer à des programmes de répartition des réfugiés. Ces divergences ont entraîné des tensions politiques et des accusations de manque de solidarité au sein de l'Union européenne. Les questions migratoires ont été instrumentalisées par les partis populistes et nationalistes dont on a parlé précédemment, car ils exploitent les craintes liées à l'immigration pour gagner du soutien. Ce phénomène a conduit à une résistance croissante contre les politiques migratoires de l'Union européenne, avec des appels à des mesures strictes, à la fermeture des frontières. La polarisation autour des questions migratoires a eu des répercussions sur la cohésion sociale. Les tensions entre les communautés, les discours de haine et les actes de violence à l'encontre des migrants ont augmenté dans certaines régions, mettant en danger la coexistence pacifique et les valeurs de diversité et d'inclusion qui normalement étaient à la base de l'Union européenne. La politique étrangère et diplomatique de l'Union européenne est également un domaine où les divergences entre les États membres sont particulièrement visibles, générant des tensions internes. Tout d'abord, les États membres de l'Union européenne ont des préoccupations variées en fonction de leur situation géographique. Par exemple, les pays d'Europe de l'Est, tels que les pays baltes, la Pologne, sont particulièrement préoccupés actuellement par la menace potentielle de la Russie et cherchent à renforcer la sécurité régionale. En revanche, les pays du Sud, comme l'Italie, la Grèce, se concentrent davantage sur les questions liées aux migrations en provenance d'Afrique et sur la gestion des flux migratoires. Aussi, lorsque des crises internationales surviennent, comme celle en Ukraine ou en Syrie, les pays de l'Union européenne réagissent souvent de manière différente. Certains États membres sont plus enclins à adopter des sanctions contre des régimes, tandis que d'autres privilégient le dialogue. De plus, les relations avec les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie témoignent également de divergences d'approche parmi les membres, rendant difficile l'élaboration d'une position commune. Enfin, la politique de défense constitue un autre point de friction, alors que certains pays plaident pour une intégration militaire plus poussée et une coopération étroite en matière de défense, d'autres préfèrent conserver le contrôle national sur leurs forces armées. Cela crée une dynamique complexe où les intérêts nationaux peuvent primer sur une vision collective. Voilà, cette leçon est terminée. Je vous remercie de votre écoute. J'espère avoir pu vous aider à bien comprendre ce thème. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.